Depuis plus d'un siècle, le Moyen-Orient est le théâtre de violences sans fin. Les conflits entre Israël et ses voisins, la révolution iranienne, les guerres du Golfe, l'avènement de l'État islamique et bien sûr aujourd'hui le drame qui se joue à Gaza, tout cela donne l'impression d'une tragédie profondément inscrite dans l'ADN de la région. Pourtant, ces violences sont en grande partie l'héritage des traités signés à l'issue de la Première Guerre mondiale, lorsque les puissances victorieuses se sont partagées la région et en ont à jamais changé le destin. Dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer comment la Première Guerre mondiale a fait voler en éclats l'équilibre qui existait tant bien que mal au Moyen-Orient et a déstabilisé toute une région du monde et le destin de ses habitants. Je vais me concentrer aujourd'hui sur l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Palestine et le Liban. Je laisse de côté la Turquie, sa lutte pour l'indépendance et la naissance de l'État moderne derrière la figure d'Atatürk, ça méritera son épisode à part. Mais avant, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Oli. En tant que youtubeur désormais à plein temps, faire du sport de manière quasi quotidienne, c'est super important pour mon équilibre. Problème, j'habite dans la région lyonnaise. Si vous connaissez un peu le coin, vous savez que l'été, les chaleurs peuvent y être sataniques. Alors, entre ma session de sport et les longues séances de travail dans un studio sans climatisation, j'avoue que mon petit coup de cœur de l'été, ça a été de me faire mon shaker saveur pêche blanche ou coconut de la gamme Oli Hydratation. Il suffit de verser un petit sachet, ce qui est une alternative plus écologique aux bouteilles en plastique, dans un shaker rempli d'eau, d'ajouter des petits glaçons et bim bam boum, le tour est joué. En plus de l'effet de rafraîchissement et des arômes naturels, c'est une boisson plus saine que les sodas traditionnels. Sans sucre, sans taurine, 100% vegan et avec des électrolytes et minéraux, bref, tout ce qu'il faut pour aider à la bonne récupération. J'ai également bien aimé me faire une petite boisson de la gamme Iced Tea en fin de journée, mention spéciale à la saveur mangue, fruit de la passion, et à l'occasion remplacer mes 4 double expresso du matin, ouais je sais, par un sachet Oli Energy et sa New Caf, avec une diffusion plus longue de la caféine. Alors évidemment ça remplace pas l'eau et c'est à boire avec modération, comme absolument tous les produits d'ailleurs. De la même manière que si vous buvez une boisson de la gamme Energy avant d'aller vous coucher, c'est possible que vous fassiez pas le meilleur dodo de toute votre vie après ça. Non, c'est surtout une alternative plus saine qui m'a permis de faciliter ma récupération, de me faire des petits plaisirs et de diversifier ma consommation. En cliquant sur le lien dans la description, vous pouvez accéder à un pack de découverte qui vous permettra de tester leurs 3 gammes et leurs 42 saveurs avec un shaker inclus. Et bien sûr, avec le code EPIC5, vous obtiendrez une réduction de 5 € pour toute première commande, puis 10% avec le code EPIC pour vos commandes récurrentes. Merci à Oli d'avoir soutenu mon travail, on s'hydrate bien comme il faut, et maintenant, retour à la vidéo. Avant 1914, les puissances européennes tirent parti du rapide déclin ottoman pour imposer leur influence dans les vastes territoires contrôlés par l'Empire. Depuis le XVIIIe siècle, la France est la protectrice traditionnelle des Maronites, les chrétiens du Liban. Elle soutient l'économie dans la région et particulièrement l'industrie de la soie, et y finance la construction d'écoles et d'infrastructures locales. Cette enclave lui permet notamment d'accéder au marché syrien. La Russie entretient le vieux rêve de reprendre la ville de Constantinople aux Turcs, et ambitionne de contrôler les détroits des Dardanelles pour sécuriser son accès à la Méditerranée. Depuis 1882, le Royaume-Uni occupe l'Égypte et contrôle le canal de Suez. Il possède également des concessions pétrolières dans la région correspondant à l'Irak actuel, qu'elle exploite via la Turkish Petroleum Company. La Russie et le Royaume-Uni se partagent également des zones d'influence dans l'empire perse voisin, l'actuel Iran. La Grande-Bretagne possède ici aussi une concession de forage pétrolier. Le contrôle de la zone permet également de sécuriser ses voies d'approvisionnement vers l'Inde. Enfin, l'Allemagne est le soutien le plus important de l'Empire ottoman, à la fois sur le plan économique et militaire. Elle a entrepris la construction du Bagdad-Ban, une voie de chemin de fer reliant Berlin à Bagdad, et censée à terme sécuriser son accès au pétrole de Mésopotamie. Sur le plan militaire, elle a lancé plusieurs missions pour réorganiser l'armée ottomane et la rééquiper avec des armements modernes. En interne, le mouvement des jeunes turcs tente d'imposer l'idée d'un nationalisme turc. Ceci crée des tensions avec les minorités de l'Empire, comme les chrétiens et les populations du Levant et de la péninsule arabique. Lorsque l'Empire ottoman entre en guerre en 1914, l'Entente et les empires centraux tentent de déstabiliser les régions sous contrôle de leurs ennemis. À Constantinople, le sultan proclame le djihad pour encourager les soulèvements contre les Britanniques et les Français au Maghreb.
L'entente tire profit des tensions entre les Turcs et les nationalistes arabes, accentuées par les privations et réquisitions que subissent les populations de la péninsule arabique. À partir de juillet 1915, les Britanniques négocient avec le shérif de la Mecque, Hussein Ben Ali de la famille hachémite, pour provoquer un soulèvement dans la péninsule arabique. En contrepartie, Londres s'engage à soutenir la création d'un royaume arabe indépendant sur les terres prises aux Ottomans. Le shérif Hussein réclame que les frontières de cet État s'étendent entre le sud de l'Anatolie, la Méditerranée, l'océan Indien et la Perse, ce que la diplomatie anglaise fait mine d'accepter, tout en restant volontairement floue quant à la question des frontières. Le 6 juin 1916, le shérif Hussein ordonne un soulèvement contre les Ottomans. La grande révolte arabe est menée par son fils, Faisal, et soutenue par la mission française Brémond et Thomas Edward Lawrence d'Arabie. Les troupes s'emparent rapidement de la Mecque et assiègent Médine. Elles harcèlent régulièrement les lignes de chemin de fer du Hedjaz, coupant les communications ottomanes dans la région. Mais dès le départ, les promesses faites aux Arabes sont vides de leur substance, et elles entrent en conflit avec les intérêts franco-britanniques. D'une part, la France n'acceptera jamais que les maronites soient sous contrôle arabe, ce que le consul François-Georges Picot exprime très clairement. Il est impensable que le peuple français accepte de placer les chrétiens du Liban sous un gouverneur mahométan. Les Britanniques veulent mettre la main sur les zones de Mésopotamie où ils possèdent des concessions pétrolières. Londres veut également sécuriser le canal de Suez en créant une zone tampon en Palestine. Entre novembre 1915 et 1916, les ministres des Affaires étrangères Grey et Cambon négocient par l'intermédiaire de Mark Sykes et François-Georges Picot un partage de l'Empire ottoman. Ces négociations aboutissent aux accords Sykes-Picot et à la division du Proche-Orient en plusieurs zones où chacun exercera une influence plus ou moins prononcée. Aux Français, le Liban, la Cilicie et le nord de la Syrie. Aux Britanniques, le Koweït, la Mésopotamie, actuel Irak, la Jordanie et la future Palestine. Enfin, une troisième zone, autour de Jérusalem, sera administrée de manière internationale. Ces accords sont secrets et n'ont aucune valeur juridique. Mais ils marquent dès le départ l'intention de l'entente de ne pas tenir les promesses faites aux Hachémites. Et pour ajouter une seconde couche de complexité, les Britanniques mettent en place une stratégie controversée en Palestine. Fin 1917, la situation est extrêmement critique pour l'entente. Les États-Unis sont entrés en guerre en avril, mais leur soutien militaire tarde à se matérialiser. Et il est de plus en plus évident que la Russie va sortir de la guerre après la prise de pouvoir par les bolcheviks en octobre. L'entente et le Royaume-Uni cherchent à s'allier tous les soutiens possibles. Le mouvement sioniste, né à la fin du XIXe siècle parmi les Juifs d'Europe en réaction à la montée de l'antisémitisme. En 1897, Theodor Herzl et Max Nordau fondent l'organisation sioniste, qui milite pour la création d'un État juif, de préférence en Palestine et autour de Jérusalem. Entre 1880 et 1914, après 2 vagues d'immigration, ou Aliyah, 80 000 juifs vivent en Palestine, soit environ 10% de la population locale. Ils y fondent la ville de Tel Aviv en 1909. L'arrivée massive de juifs fuyant les pogroms d'Europe centrale crée de premières tensions avec les populations locales, et la presse palestinienne s'en inquiète. Nous sommes une nation menacée de disparition par la vague sioniste qui déferle sur cette terre palestinienne. Une nation dont l'existence même est menacée d'être expulsée de sa patrie. L'Allemagne et le Royaume-Uni tentent de s'attirer le soutien du mouvement, que ce soit pour freiner ou pour accentuer l'engagement des États-Unis et de la Russie dans la guerre. Mais à l'automne 1917, l'armée britannique remporte des succès et avance en Palestine. Londres apparaît donc en position de force. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Lloyd George et le ministre des Affaires étrangères Lord Balfour soutiennent le mouvement sioniste. Balfour travaille avec Chaim Weizmann, scientifique et personnalité importante du sionisme. Le 2 novembre, Balfour publie une lettre ouverte, adressée au mouvement via Lord Rothschild. Elle comporte une phrase unique, de 67 mots.
Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politique dont les juifs disposent dans tout autre pays. Le contenu de cette lettre est très vague. Elle ne définit pas en quoi ce foyer consistera, un protectorat, une colonie, un État libre, ni quels y seront les droits des communautés non juives et comment ceux-ci seront protégés. Cette déclaration se fait avec l'aval des Alliés. Elle a même été précédée par la déclaration Cambon, adressée à Naoum Sokolov, un autre leader du mouvement sioniste. Le gouvernement français ne peut éprouver que de la sympathie pour votre cause et pour la reconnaissance, par la protection des puissances alliées, de la nationalité juive sur cette terre dont le peuple d'Israël a été chassé il y a tant de siècles. Churchill explique dans ses mémoires que plus qu'une stratégie finement calculée, plus que de réelle sympathie, il s'agit d'un pari pour tenter de rallier tous les soutiens possibles dans un moment où l'issue du conflit semble compromis pour l'entente. L'année 1917 marqua peut-être la période la plus maussade et la plus sombre de la guerre. Les talentueux dirigeants du mouvement sioniste et ses nombreuses ramifications exercèrent une influence appréciable sur l'opinion américaine et cette influence était constamment en notre faveur. La déclaration Balfour, c'était une mesure pratique, prise dans l'intérêt d'une cause commune à un moment où cette cause ne pouvait se permettre de négliger aucun facteur d'assistance matérielle ou morale. La déclaration est accueillie avec prudence par les dirigeants du mouvement sioniste, qui ont peur que les populations juives vivant dans les empires centraux soient victimes de représailles. Dans un premier temps, les leaders de la révolution arabe ne voient pas cette déclaration de manière hostile. Faisal semble comprendre la création de ce nouveau foyer sous le prisme de la gestion ottomane des différentes communautés religieuses, avec un système de vilayets ou de gouvernements locaux, relativement autonomes, mais sous l'autorité du grand État arabe. En ce même mois de novembre, les bolcheviks, qui connaissent l'accord Saïx-Picot, en publient le texte dans la Pravda, ce qui indigne le shérif Hussein de la Mecque. Soulignant la trahison des Alliés, les Ottomans vont même jusqu'à faire une proposition de paix aux Arabes. Mais la révolte arabe vient de remporter quelques succès notables et est trop engagée et dépendant des Britanniques à ce moment-là. De plus, l'entrée en guerre des États-Unis lui donne de sérieux motifs d'espoir. Les États-Unis entrent en guerre avec une liste d'objectifs de 14 points, énoncés par le président Woodrow Wilson. 2 points sont de nature à rassurer les leaders de la révolution arabe. Tout d'abord, l'interdiction de conclure des traités secrets et l'obligation de conduire une diplomatie franche et transparente, ce qui rend caduque l'accord Saïx-Picot. Le point 12, fondé sur le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donne de grands motifs d'espoir aux leaders de la révolution arabe. Aux régions turques de l'Empire ottoman actuel devrait être assurée la souveraineté et la sécurité. Mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination turque, on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer d'une manière autonome. Tout cela sera supervisé par la création d'une société des nations, telle que définie dans le point 14. Une association générale des nations ayant pour objet d'offrir des garanties mutuelles d'indépendance politique et d'intégrité territoriale aux petits comme aux grands États. À la fin de la guerre, la Grande-Bretagne possède 1 million d'hommes dans l'Empire ottoman et y a mené le gros des combats. Elle est donc de facto en position de force. La France envoie un contingent pour occuper militairement le Liban, où la situation humanitaire est catastrophique. Le blocus a créé des pénuries alimentaires dramatiques. Entre un quart et un tiers de la population libanaise est morte de faim ou de maladie. Les Français y apportent un secours alimentaire qui sécurise notamment le soutien du patriarche maronite Elias Ohayek. Pour définir le futur du Moyen-Orient, Wilson charge la commission King-Crane d'enquêter sur les aspirations nationalistes des peuples. Menée par Henry King et Charles Crane, la mission sillonne l'Empire ottoman, va à la rencontre de centaines de villages et communautés, mène des milliers d'entretiens. Elle échoue à déterminer comment assurer la représentation et la sécurité des minorités religieuses, ni comment concilier les promesses faites aux différents acteurs.
Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, suivant l'idée des nations de Wilson, s'applique mal dans la région. Le concept de nationalisme est répandu de manière hétérogène dans les différentes parties de l'Empire ottoman. Les différentes communautés s'identifient davantage à un groupe ethnique et religieux, à une langue, à une appartenance tribale, à une famille, plutôt qu'à une nation. Le système ottoman fait que des Arabes musulmans chiites et sunnites, des Druzes, des Kurdes, des chrétiens maronites, des orthodoxes cohabitent sur des mêmes zones géographiques. De plus, le conflit a généré d'importants mouvements de population qui rendent caduque le concept de frontière historique. En revanche, la commission parvient à plusieurs grandes conclusions. Le refus massif par les populations locales de mandats étrangers, notamment de la France en Syrie. La volonté des habitants de Syrie, du Liban et de la Palestine d'être unis dans un grand État. Enfin, une opposition de 90% de la population non juive de Palestine au programme sioniste, et une très forte crainte de passer sous tutelle juive en cas d'application de la déclaration Balfour. Pendant ce temps se déroule la conférence de paix de Paris, où les représentants des différentes factions viennent plaider leur cause. Le mouvement sioniste, mené par Chaim Weizmann, demande la mise en œuvre de la déclaration Balfour. La délégation arabe, représentée par l'émir Faisal ibn Hussein, conseillé par Laurence, se montre à nouveau ouvert à la création d'un foyer juif en Palestine. Nous, les Arabes, en particulier les plus instruits d'entre nous, considérons le mouvement sioniste avec la plus profonde sympathie. Nous ferons de notre mieux, dans la mesure de nos moyens, pour les aider à traverser cette épreuve. Nous souhaiterons aux Juifs un accueil des plus chaleureux dans leur patrie. Mais ceci à nouveau dans le cadre d'un grand État arabe englobant la Syrie, la Palestine, l'Irak et la péninsule arabique, et rejetant toute présence française en Syrie. Faisal apparaît de plus en plus comme un antagoniste aux yeux de l'opinion publique et de la presse française. L'émir Faisal n'a aucun droit d'être à Damas, Homs, Hama ou Alep. La France sait comment donner à ces villes un gouvernement syrien. Qu'est-ce que Faisal pour nous ou pour les Syriens? Un homme de paille créé par la Grande-Bretagne, sans titre et sans influence. Le patriarche Elias Ohaïek se rend à Paris et y plaide pour un mandat français au Levant. Tous mes efforts viseront à obtenir, conformément à la volonté nationale libanaise, l'indépendance totale de mon pays avec l'aide de la France. Le traité de Versailles entérine la création de la Société des Nations, chargée d'encadrer la diplomatie internationale et chargée de régler les questions au Moyen-Orient. La SDN adopte le principe des nationalités, cher à Wilson, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour cela, l'article 22 de la SDN met en place 3 catégories de mandats confiés à la France et au Royaume-Uni pour accompagner les anciens territoires et possessions des empires centraux vers l'émancipation politique. Mais ce concept reste vague, ne définit pas ce qu'est une nation proche de l'indépendance, ni quelles seront les prérogatives de la France et du Royaume-Uni sur le territoire et ses populations, ni pour combien de temps. Créée à l'instigation de Wilson, la SDN est cependant désavouée par le Sénat américain en mars 1920, et les États-Unis n'intégreront jamais l'organisation. Ceci laisse le champ libre à la France et au Royaume-Uni pour à présent dérouler leur agenda politique. La conférence de San Remo, en avril 1920, acte la création de 3 mandats. Le mandat britannique de Mésopotamie, incluant l'actuel Irak et la Jordanie, le mandat français sur le Liban et la Syrie, et pour finir, le mandat britannique de Palestine. Sur ce dernier mandat, à San Remo, Français et Britanniques déclarent que les habitants de la Palestine, du fait de son statut de terre sainte des 3 monothéismes, ne peuvent pas, par eux-mêmes, décider de leur destin. Les lieux saints, chrétiens, juifs et musulmans, constituent un intérêt mondial d'une telle portée qu'il doit prendre le pas, en cas de conflit, sur les aspirations politiques de ses habitants. Des dispositions entérinées par le traité de Sèvres le 10 août 1920. Aussi, les habitants de Palestine n'ont plus leur mot à dire quant à leur destin. Tandis qu'en Europe, on négocie autour du sort de la région, au Moyen-Orient, la situation devient très vite explosive. Dès mars 1919, une première révolution éclate en Égypte. Ayant largement souffert des privations du temps de guerre, le pays souhaite envoyer à la conférence de paix de Paris une délégation pour parler de l'indépendance de l'Égypte, ce que les Anglais refusent. La délégation se transforme en mouvement indépendantiste à la fois musulman et chrétien, le Wafd.
Des émeutes éclatent au Caire après l'arrestation de son meneur et font des centaines de morts. Des violences ont également lieu en Syrie, entre les forces occupantes et les populations locales. En rejet du mandat français, Faisal Ben Hussein se proclame roi du royaume arabe de Syrie avec pour capitale Damas. Refusant de se soumettre à la France, le royaume lève une petite armée, défaite à la bataille de Maï-Saloun par les troupes françaises. Celle-ci entre dans Damas le 24 juillet 1920, mettant fin au royaume éphémère de Syrie. C'est la fin du rêve d'un grand État arabe indépendant, un rêve qui semblait condamné dès le départ. Dans un pays ruiné par la guerre et la famine, dépendant des subsides britanniques et plongé dans l'incertitude de son avenir, une poignée d'hommes, sans expérience politique et sans véritable armée, essayent en vain de jeter les bases d'un État. L'État du Grand Liban est créé. C'est une fédération administrée suivant le modèle républicain français, sous contrôle du haut-commissaire, le général Gouraud. Pour diviser les courants nationalistes et indépendantistes, Gouraud répartit le Grand Liban en 5 petits États artificiels. En juin 1920, une révolte éclate en Irak contre la présence britannique. Des anciens officiers de la révolte arabe protestent contre l'occupation britannique. Aurions-nous combattu afin de nous débarrasser des Turcs, uniquement pour les remplacer par des Anglais ? L'ayatollah al-Shirazi émet une fatwa. Il est du devoir des Irakiens de revendiquer leurs droits. En les réclamant, ils doivent maintenir la paix et l'ordre. Mais si les Anglais les empêchent d'obtenir leurs droits, il est permis de recourir à la force défensive. Jusque 130 000 rebelles issus de différentes tribus parviennent à prendre le contrôle de régions de l'Euphrate et de territoires autour de Bagdad. La guérilla impose aux Britanniques de maintenir 120 000 soldats sur place ainsi qu'un important matériel. Cette insurrection, qui fait des milliers de morts, est insupportable pour l'opinion anglaise, à l'heure où l'armée est déjà engagée dans la guerre d'indépendance irlandaise. Les Anglais réclament le retour des soldats. La rébellion armée est défaite, mais permet de remporter un succès politique important. Elle force le gouvernement britannique à revenir à la table des négociations. À la conférence du Caire en 1921, Faisal Ben Hussein est fait roi d'Irak sur conseil de T.E. Lawrence. Il est d'emblée confronté aux divisions internes du pays. Il dirige l'État avec une minorité sunnite. Or, 60% de la population est chiite et se sent marginalisée. Enfin, 15 à 20% de la population est kurde et souhaite son autonomie. Pour beaucoup, Faisal est surtout garant de la stabilité du pays et chargé de protéger les concessions pétrolières ainsi que les voies de communication britanniques vers l'Inde. Pendant la guerre, la Perse a été traversée puis occupée par les forces de l'entente. Son économie a été ruinée par les réquisitions, destructions, blocage des routes commerciales liées au conflit. Des famines et épidémies ont provoqué des centaines de milliers de morts. Le pays est ravagé par la guerre civile russe. Moscou soutient des mouvements révolutionnaires locaux et des régions sont pillées par des bandes armées. À Téhéran, le gouvernement est totalement impuissant et devient hautement impopulaire. Londres lui impose un accord faisant de la Perse un quasi-protectorat. Le Royaume-Uni prend le contrôle de l'armée, des finances et du pétrole avec l'Anglo-Persian Oil Company. En février 1921, Reza Khan, un officier cosaque, lance un coup d'État à Téhéran, encouragé par les Britanniques, qui lui apportent un soutien militaire et logistique. Ceux-ci voient dans ce putsch une solution pour mettre fin aux troubles qui agitent le pays et sécuriser ses intérêts économiques et stratégiques dans la région sans trop y laisser de moyens. Reza Khan impose un pouvoir autoritaire, met fin à l'instabilité et y établit la dynastie Pahlavi qui se maintiendra au pouvoir jusqu'à la révolution iranienne de 1979. En 1920, Sir Herbert Samuel est nommé haut-commissaire de Palestine, sur recommandation de Chaim Weizmann. Samuel est un sioniste déterminé à poursuivre une politique en faveur de la déclaration Balfour. Une nouvelle vague d'immigration amène 35 000 nouveaux juifs. Ceux-ci achètent des terres aux grands propriétaires terriens avec le soutien du mouvement sioniste. Les terres cédées sont souvent marécageuses et non cultivables, et les nouveaux arrivants les défrichent. Ils augmentent ainsi les rendements agricoles de la région. Mais le système de kibbutz et de fermes collectives exclut la collaboration avec des travailleurs agricoles arabes, ce qui prive ces derniers d'emploi. Le yishuv,
foyer national, reçoit d'importants soutiens financiers d'Europe, ce qui permet de mettre en place une agriculture mécanisée avec des systèmes d'irrigation modernes. En outre, les communautés créent des écoles, réseaux de transport et infrastructures dont ne bénéficient pas les populations arabes. Des premières violences ont lieu en avril 1920. Le pèlerinage à Jérusalem pour la fête musulmane de Nabi Moussa tourne à l'émeute. Des commerces juifs sont attaqués et 5 personnes perdent la vie. L'administration locale britannique est critiquée pour sa passivité et de premières milices d'autodéfense juives se forment, dont la Haganah, avec l'autorisation des Anglais. Les tensions atteignent leur paroxysme en mai 1921 à Jaffa. Des affrontements entre groupes politiques juifs rivaux à l'occasion d'une manifestation dégénèrent en violence généralisée dans la ville entre arabes et juifs. 47 juifs et 48 arabes perdent la vie et des centaines d'autres sont blessés. La population juive de la ville doit être temporairement évacuée. Sur place, les troupes britanniques sont dépassées par la situation et ne savent pas quoi faire. Un officier témoigne. Lorsque nous avons compris qu'il s'agissait d'un conflit entre juifs et arabes, nous avons estimé qu'il ne nous appartenait pas d'intervenir. Dans ce cas, qui devions-nous arrêter ? La situation échappe au gouvernement britannique. Celui-ci ordonne une commission d'enquête qui met à jour l'étendue des tensions existant entre populations juives et arabes et l'importance des risques à venir en cas de poursuite de la déclaration Balfour. Churchill rédige un livre blanc en 1922 déclarant que le gouvernement poursuivra sa politique tout en ralentissant l'immigration juive et en la limitant aux capacités économiques réelles du pays et s'engageant à ne pas associer les organes sionistes aux autorités locales. Dans les faits, l'administration britannique échoue totalement à associer les notables arabes locaux au pouvoir, ceux-ci boycottant le système en place. Elles ne peuvent que promettre des concessions à la population locale pour l'apaiser, tout en poursuivant la politique de développement du foyer national. Zeev Jabotinsky, fondateur des milices Haganah et essayiste, constate l'impasse dans laquelle se trouve la Palestine. Il est absolument impossible d'expulser de quelque manière que soit les Arabes de Palestine où vivront toujours 2 peuples. Les Arabes de Palestine n'accepteront jamais la transformation de la Palestine arabe en un pays à majorité juive. Que le lecteur passe en revue tous les exemples de colonisation dans d'autres contrées. Il n'en trouvera pas un seul où elle se soit faite avec l'accord des indigènes. Il conclut par la métaphore d'un mur d'acier à construire entre juifs et arabes. La colonisation sioniste ne peut se poursuivre et se développer qu'à travers la protection d'une puissance indépendante de la population native, derrière une muraille de fer que celle-ci ne pourra pas franchir. Et ce mur d'acier métaphorique auquel il fait référence, c'est la création d'une armée pour protéger le foyer national. Et effectivement, ici, ce sont les premières violences qui se poursuivront tout au long des années 20, 30, 40, et à chaque fois montent en intensité au fur et à mesure que les 2 communautés se structurent, et que la répression britannique est de plus en plus brutale. Bon, j'espère vous avoir éclairé sur la manière dont le destin de toute une région du monde a été bouleversé par 14-18. Si vous voulez en savoir plus, et vraiment je vous y invite parce que c'est à la fois extraordinairement compliqué mais passionnant, vous avez ce bouquin, là, hop, ouais, comme ça, dont je me suis servi pour écrire cette vidéo et qui se lit vraiment très bien. Merci encore à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir leur gamme avec le code EPIC5 et bénéficier d'une réduction de 5 € pour votre première commande ou 10% sur une commande récurrente avec EPIC. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.